Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans Lumière intérieure, nous recevons un pianiste virtuose de renommée internationale. Capable d'allier liberté et rigueur, il s'est acquis les faveurs d'un public fidèle pour lequel il sort en moyenne un disque par an. Mais il n'y a pas que les touches du piano qui bénéficient de l'empreinte de ses doigts, il y a aussi celle du clavier, puisqu'il a publié un livre et il nous en parlera dans quelques instants. C'est le pianiste Alexandre Tarot que nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur KTO. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors ce livre dont je parlais à l'instant, il s'appelle « Montrez-moi vos mains ». Il a été publié chez Grasset et très récemment en poche. Alors je ne vais pas vous demander de me montrer vos mains, quoique ça peut être intéressant, mais je vais vous proposer plutôt de nous raconter ce livre. Quelle en est la genèse? La genèse, au départ, vous savez, quand on est soliste, on voyage beaucoup. On passe des heures, des milliers d'heures dans des avions, dans des trains, des salles d'attente. Et on a le temps. On a le temps de faire autre chose que de la musique. Et j'ai commencé comme ça, à écrire. Et puis j'avais rencontré Olivier Nora, le directeur de Grasset, qui m'avait donné des conseils et qui m'avait dit « Mais si, allez-y, écrivez et envoyez-moi. » Vous avez poussé quelque part à... Il m'a poussé un peu, ouais. Envoyez-moi, il appelait ça des briques. Envoyez-moi des briques, des bouts de texte, et je vous dirais. Et puis ses réponses à mes premières briques étaient très positives. Donc ça m'a donné envie. Ça vous a encouragé? Oui, j'avais un complexe d'écrire. C'était pas quelque chose de facile pour moi. Et donc je me suis dit, mais là, il y a un exercice à faire. Et j'ai continué à écrire sur cette vie de soliste. Et c'est devenu un livre. C'était important pour vous de partager votre ressenti, de montrer de donner à voir un peu les coulisses? Oui, enfin, quand on écrit, on lâche des choses. D'ailleurs, c'est très étrange, comme parfois je voulais écrire un chapitre sur tel sujet, et en fait, ça bifurquait sur autre chose. Une chose sur laquelle je n'avais pas du tout pensé écrire ou mettre des mots. Là, je ne peux pas vous donner d'exemple, mais c'était ça presque pour chaque chapitre. C'est relativement intime, tout ce que vous racontez sur vos cauchemars, vos rêves, vos nuits, vos insomnies. C'est finalement très, très intime. Peut-être parce que c'est ça que j'avais envie de partager, vous voyez. C'est un livre sur la vie de soliste, vue de l'intérieur, vue de backstage, vue des coulisses. C'est ça qui est intéressant, voilà. Parce que c'est ce qu'on a envie de voir, ce que vous montrez on stage, on le voit. Et ouais. C'est intéressant de voir justement backstage vos habitudes, vos souvenirs, et puis vos doutes aussi que vous évoquez. Alors de quoi doutez-vous? Je pense qu'un artiste doute toujours. Déjà, vous savez, rentrer en scène... c'est l'un des sujets du livre, d'ailleurs. Cette entrée en scène, c'est quand même quelque chose de fou. C'est une forme de mise en danger, quelque part C'est un danger gigantesque. Mais qui provoque de l'adrénaline, j'imagine. Oui, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en séparer. Mais aller sur scène au contact de 2000 personnes comme ça, on n'a pas envie tous les jours, déjà. Alors, les jours où vous n'avez pas envie, où est-ce que vous trouvez en vous les ressources pour se dire « Allez, il faut y aller quand même » ? Eh bien, ça, c'est un métier. Si on n'a pas envie, on le sait dès le départ, quand on se réveille. Mon livre part d'ailleurs, vous parliez des rêves, il parle de la nuit, il finit la nuit. C'est toute la journée au fond d'un concert. Et donc, j'explique comme le matin, parfois, je mets la main là sur le bouton de la lumière, mais je ne sais jamais exactement au même endroit, puisque je ne suis jamais quasiment jamais dans le même lit. Et puis j'ouvre la lumière, où je suis, voilà, je suis là. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de jouer ce soir un concerto de Rachmaninoff ou une sonate de Chopin? Pas forcément. Est-ce que j'ai même envie d'être en pleine lumière? C'est un métier où on a envie de se cacher. On est parfois dans le noir, parfois en pleine lumière. Et voilà, et trouver l'envie pour le soir, ça fait partie des clés du métier. Retrouver le désir du contact de l'autre, et le désir du partage, le désir d'offrir la musique aux autres. Vous me parlez un peu de vos rituels. Est-ce que vous pouvez les partager un peu, ces rituels, justement, notamment avant d'entrer en scène? Est-ce que j'ai des rituels avant d'entrer en scène? Déjà, être dans une loge, être seul, ne laisser entrer personne dans cette loge, pour être vraiment... la loge, comment dire, elle est à moi, comme la scène. J'aime pas quand il y a d'autres personnes sur scène avec moi. Enfin, quand je joue en musique de chambre avec orchestre, il y a bien d'autres personnes, mais on est là, ce sont des musiciens.
Mais voilà, j'ai l'impression quand je suis sur scène que c'est chez moi, bien plus que mon appartement à Paris. C'est un lieu d'ailleurs très plein de bonheur et d'émotions intenses qui sont... Et alors, parmi les émotions, il peut y avoir le trac, hein, c'est une forme d'émotion. Est-ce que vous l'éprouvez parfois, toujours C'est Sacha Guitry qui disait le jour où si vous n'avez pas le trac, il parlait à une jeune étudiante, vous pensez que vous n'avez pas le trac et que c'est bien pour vous, ben non. Quand vous aurez le trac, c'est que vous aurez du talent. En fait, voilà, le trac, il est inhérent à notre vie. On a choisi, nous solistes, cette vie d'entrer sur scène, de partager la musique avec un public. Il y a un prix à payer. Et plusieurs prix à payer. Et parmi ceux-là, il y a cette peur qui n'est pas forcément désagréable d'ailleurs. J'ai peur de jouer ce soir, ça veut dire que je suis vivant. Ça veut dire que le concert va avoir lieu, ça veut dire qu'il y a du danger. Vous savez, quand on fait une tournée, par exemple, ou une tournée avec orchestre, ou une tournée avec d'autres musiciens, où ça devient un peu pépère au bout de 5-6 concerts, et c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est marrant quand vous disiez je me sens sur scène presque mieux que dans mon appartement. On comprend bien, en lisant le livre, à quel point finalement la scène, c'est le centre de votre vie, quelque part. Ah oui, nettement. Vous savez, sur scène, on vit tout ce que l'on vit dans la vie normale, mais puissance 1000. Les émotions sont décuplées, tout ce qu'on vit, l'amour, plein de choses, la peur. Mais c'est beaucoup plus beau. Il y a une amplification, quelque part, des émotions. C'est amplifié, c'est plus beau, c'est plus... On sort de... Alors, on a certes peut-être peur d'aller sur scène, mais quand on en sort, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et vous en ressortez comment euphorisé, vidé, lessivé, énergisé? Comme après un rendez-vous d'amour. Avant un rendez-vous d'amour, on a peur, justement. On essaie de mettre la meilleure chemise, peut-être un parfum, oui, non. On se met sur son 31 et puis on ne veut pas décevoir et on a surtout un désir fou de rencontrer la personne qu'on va rencontrer. Mais après, voilà, on a envie de se retrouver seul, peut-être. Et puis, d'y retourner. Mais... avant d'y retourner, il faut une solitude qui est inhérente à notre métier de soliste. Je n'aime pas les cocktails, je n'aime pas les concerts, les dîners après concert, vous voyez, rencontrer plein de gens. C'est pas quelque chose qui me plaît, après le concert en tout cas. Est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui n'ont pas lu le livre et qui vont, j'espère, le lire, nous expliquer qui est Bucéphale? Alors, Bucéphale, c'était mon piano, un très beau Bosendorfer qui vit toujours. Maintenant, il est retiré en Normandie, chez des gens qui l'ont racheté. C'était mon piano que j'ai eu de mon entrée au conservatoire. Mon père a dépensé beaucoup d'argent pour ce demi-queue Bosendorfer. C'était beaucoup pour lui. Vous aviez quel âge, rappelez-nous? Donc, 14 ans, quand je suis entré au Conservatoire national en piano. Et je m'en suis séparé, puisque j'ai préféré vivre sans piano, à l'âge de, je ne sais pas, de 27 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, je vis sans piano. Alors c'est ça qui est très, très surprenant. Vous allez nous expliquer ce choix. Enfin, en tout cas, ça peut surprendre de prime abord. C'est que vous avez fait le choix, effectivement, de ne pas avoir de piano chez vous. Et vous allez donc vous entraîner, jouer chez des amis qui ont un piano. Pourquoi ce choix ? Il est très compréhensible. Il y a beaucoup de gens qui font un métier, enfin, ils préfèrent exercer leur métier en dehors de chez eux. Ou chez eux, un docteur peut avoir son cabinet chez lui ou à 3 rues de là. Voilà, moi c'est pareil. Quand j'avais un piano, j'étais toute la journée dessus, je conversais avec lui toute la journée. Dans Bucéphale, je mettais des mots, je mettais les faire-part de mes amis morts dedans. J'avais l'impression que grâce à Bucéphale, il vivait, il chantait. Moi, j'avais vraiment une relation très intime avec ce piano et j'ai ressenti le besoin d'arrêter cette relation pour vivre la musique autrement et puis vivre la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, je suis rarement à Paris parce que je voyage tout le temps. Donc vous voyez, hier soir, je suis rentré de Bretagne. Demain, je repars près de la Suisse. Donc voilà, en une journée, aujourd'hui, je ne travaille pas mon piano. Donc c'est pas une organisation très, très compliquée. Pourquoi le nom Bucéphale ? Il y a une histoire à ça. C'était le cheval d'Alexandre le Grand. D'accord. Donc là, c'était un mini Bucéphale. Il y avait cette idée de grandeur, d'excellence, de force, non, de puissance. Je pense que c'était une... Je
sais pas, je me suis jamais posé la question. Au début, ça devait être une plaisanterie, et puis c'est devenu Puis c'est bucéphale, et c'est bucéphale. Voilà. Et alors vous avez, on le comprend bien quand vous dites que vous mettiez les faire-part de décès, etc., à l'intérieur du piano, un rapport assez fétichiste quelque part avec les instruments. Vous évoquez leur odeur, leur couleur, leur toucher. C'est un rapport très, très particulier, propre à tous les pianistes, ou que vous avez le sentiment que chez vous, c'est amplifié davantage encore? Je ne sais pas. C'est vrai que quand j'arrive sur scène le matin pour le concert du soir, la première chose que je fais, c'est que je renifle le piano. Je trouve qu'ils ont des odeurs extraordinaires, enivrantes. Un peu comme deux chiens qui se retrouvent le matin, là, qui vont se renifler, c'est un peu ça. Et c'est peut-être aussi une manière de lui dire bonjour et de le comprendre, parce qu'on va travailler toute la journée pour jouer ensemble le soir. C'est peut-être aussi le fait de ne pas avoir d'instrument à la maison, alors du coup, je suis d'autant plus heureux d'en retrouver un. Vous avez le sentiment quelque part que c'est comme si le piano, l'instrument, avait une âme, un peu? Un piano a une âme. Hmm. Un piano a une âme. Vous prenez une vieille casserole, un vieux piano complètement désaccordé, sur lequel on ne peut plus jouer, un piano droit comme ça, dans une petite maison ou dans un appartement, n'importe où, ça a une âme, ça crée quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un hôpital et je n'étais pas malade, mais il y avait je visitais, et il y avait un vieux piano comme ça dans le couloir. Et j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai ouvert et j'ai joué quelques notes des variations Goldberg de Bach. Mais c'est incroyable comme ce piano, d'abord, je sentais qu'il avait besoin d'être joué. Et puis Vous même étiez sans appelé être... quelque part, enfin. J'étais appelé, enfin je me sentais utile, là, ça faisait plaisir aux malades. Et puis, même fermé, il donnait une ambiance particulière à ce couloir un peu morbide. Au-delà des instruments, est-ce que vous avez des objets, dits objets chéris? Il y a beaucoup de personnes qui ont soit une médaille de baptême, soit un objet, un stylo qu'un grand-père leur a donné. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont comme ça le fétichisme des objets avec peut-être pas tous les objets, mais un objet en particulier. Au-delà des instruments, est-ce qu'il y a un objet qui vous est cher, avec lequel vous vous déplacez éventuellement? Beaucoup, mes valises sont lourdes. Ben, ma valise, voilà. J'ai 8 valises de toute taille, donc hier je suis rentré avec une valise un peu plus grande, et ce soir, avant de partir demain matin assez tôt, je vais pas faire ma valise, je vais en défaire une à moitié, je vais poser les choses dans une valise un peu plus petite. Voilà, c'est des valises qui sont à moitié pleines. Alors justement, quand vous vous promenez dans ces différents concerts, vous allez régulièrement dans des hôtels, il y a ce fameux chiffre 9, puisqu'on parle du fétichisme des objets de l'âme. Vous êtes superstitieux, ce fameux chiffre 9 pour les chambres qui sont des multiples éventuellement de ce numéro? Je ne crois pas être superstitieux, quoique il faudrait gratter un peu de ce côté-là. C'est surtout que le 9 est venu à moi très tôt. Le 9, il est partout sur ma route. Tout au long de mon enfance, de mon adolescence, j'ai vu le 9. Et j'ai remarqué qu'il serait là toute ma vie. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la numérologie vers 17-18 ans. Et c'est une science assez intéressante. Et voilà, ça me passionne aujourd'hui. Et j'ai remarqué que le 9 était un chiffre qui me fait du bien. Alors, quand j'ai la possibilité de choisir une date de concert, je choisirais plutôt un 9 qu'un 4. Votre actualité, au-delà de ce livre qui a été réédité aux éditions Poche, c'est aussi l'album Versailles. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, c'est un retour à la musique baroque française que j'ai interprété au disque il y a 18 ans avec mon disque Rameau, et puis 2 ans après, donc il y a 16 ans, avec un disque Couperin. C'est une musique que je n'ai pas enregistrée depuis, mais que je n'ai pas cessé de jouer sur scène. Musique que j'adore. Musique qui a été écrite donc par des compositeurs qui ne connaissaient pas le piano, encore moins le piano moderne, le piano d'aujourd'hui, mais qui ont écrit pour le clavecin. Et cette musique de clavecin, je trouve qu'elle sonne merveilleusement bien sur un piano d'aujourd'hui. Alors j'ai voulu retourner à pas ses premières amours, mais ses amours anciennes, et j'ai consacré un album à Rameau, Couperin, qui sont les deux compositeurs majeurs de l'époque de Versailles. Voilà, j'ai appelé ce disque Versailles. C'est donc l'époque de Louis XIV, Louis XV, mais d'autres compositeurs aussi, que sont d'Anglebert, Duflip, Pancras-Royer, des compositeurs qui sont connus des clavecinistes, très peu des pianistes, et jamais joué, en tout cas jamais enregistré au piano moderne. Donc voilà, c'est un disque hommage à une période qui m'est chère, mais aussi
un disque qui va, j'espère, permettre à certains auditeurs de découvrir, en tout cas avec ce médium qu'est le piano, assez éloigné du clavecin d'origine, ces compositeurs, ces pièces qui sont peu connues. Alors, votre actualité, au-delà de cet album, et tout est plus ou moins lié, c'est aussi un concert prochainement à la Philharmonie de Paris. Rappelez-nous, si vous le voulez bien, les dates et puis le programme de ce concert. Alors ça, c'est un week-end que j'ai adoré. Enfin, j'ai programmé tout le week-end. Ça commence donc c'est 16-17, donc ça commence 16-17 novembre. Ça commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche 17 au soir. C'est un grand week-end comme la Philharmonie de Paris sait en proposer régulièrement. Et là, ça va s'appeler, c'est pour accompagner la sortie de ce disque, ça ne va pas s'appeler Versailles, ça va s'appeler Versailles rêvé. C'est-à-dire comment on a pu interpréter la musique baroque française de cette époque-là, mais sur d'autres instruments. L'orgue, des orchestres, mais avec des instruments modernes, le piano. Et puis aussi, quels sont les compositeurs, majoritairement français, qui ont rendu hommage à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, à la période baroque, à ces compositeurs baroques. Ou parfois, comme Reynaldo Hahn, je pense, au début du 20e siècle, il a rendu hommage à Versailles. C'est pas vraiment au compositeur, il n'a pas repris, il n'a pas essayé d'imiter la musique baroque, il a fantasmé un monde perdu. Et donc, tout au long de ce week-end, de ce long week-end, on va entendre des pièces de compositeurs baroques, mais aussi de compositeurs plus proches de nous. Debussy, Ravel, Paul Dukas, Massenet, des compositeurs qui, chacun à sa manière, chacun à leur manière, ont essayé de reproduire un monde qu'ils avaient en tête, mais qui finalement n'a jamais existé. Et donc là, vous êtes plusieurs interprètes, pas que pianistes, donc j'imagine, pendant tout ce week-end, à essayer de nous replonger dans cet univers-là de la musique baroque. Et juste un mot sur ces musiciens. Il y aura l'orchestre Les Siècles, il y aura Benjamin Lazare, Benjamin Allard, l'organiste, Cédric Tiberghien, Momo Kodama, Frédéric Feskniter, beaucoup de pianistes aussi, des amis pianistes que j'ai invités et que j'ai poussés un peu parce que eux n'avaient jamais, pour la plupart, jamais joué de musique baroque. Donc chacun joue un peu de musique baroque française, mais aussi des œuvres donc plus proches de nous, certaines peu connues. Donc merci et bravo à eux d'avoir relevé ce défi. Et puis bravo à vous aussi, parce qu'on sent bien que vous êtes très initiateur dans ce projet qui vous tient beaucoup à cœur, que vous avez proposé, organisé, rassemblé du monde. Et donc pour celles et pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la musique baroque, c'est donc à la Philharmonie le 12 et 13 novembre, c'est ça? Non. Le 16-17 novembre. Et donc on peut acheter ces places sur le site, j'imagine, de la Philharmonie. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie effectivement d'écouter ce type de musique. Merci beaucoup Alexandre Tarot pour toutes ces explications sur votre actualité. On va passer à présent à une expérience peut-être un peu plus inédite puisque je vais vous quitter provisoirement pour un exercice un peu intermédiaire entre la confession, le visite chez un psy, je sais pas, voilà, c'est un peu au mieux tout ça. Confession. Et donc, je vous laisse en découvrir la primeur dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. Alors, comme je vous l'annonçais, Alexandre, je vais vous proposer différents mots, 4 au total, et je vous laisse pour chacun me dire ce qu'il vous inspire. Le premier, on en a déjà un peu parlé dans la première partie, c'est le mot voyage. Voyage. Alors, que dire? Beaucoup de choses parce que c'est toute ma vie. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que je voyage beaucoup. Même si je fais des kilomètres et des kilomètres, je prends des centaines d'avions et de trains, je dirais que je me déplace plutôt que je voyage. Vous me disiez à l'instant, Alexandre, que les voyages, c'était toute votre vie. Alors, pour des raisons professionnelles, vous êtes amené à vous déplacer très régulièrement. Est-ce qu'il vous arrive aussi de partir en voyage pour des raisons plus plaisantes, ou est-ce que plus plaisantes, c'est très plaisant de jouer, mais je parlais dans un contexte non professionnel et vraiment pour vous détendre. Et dans ces cas-là, quelles sont les destinations qui vous font rêver? Montréal. Je vais à Montréal très souvent, j'y habite, j'ai acheté un appartement là-bas, j'y vais depuis l'âge de 17 ans, j'y suis très heureux. Et donc,
Parfois, c'est pour le travail, pour y jouer, mais ça peut être aussi pour des vacances, pour me ressourcer. Voilà, donc c'est vraiment enfin, je voyage vers Montréal et en même temps, quand je suis là-bas, j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Donc, c'est plusieurs sensations en même temps. En tout cas, ces sensations-là, elles sont extrêmement vives et dès que je mets le pied, dès que j'atterris même, pourtant un aéroport, c'est pas très joyeux et c'est mon quotidien, les aéroports. Là, quand j'arrive à l'aéroport Trudeau à Montréal, dès que l'avion frôle, dès que les roues frôlent le sol du Québec, tout d'un coup, tout va mieux. Ça, c'est le vrai voyage. Est-ce que vous sauriez expliquer, mettre des mots sur les raisons pour lesquelles le Québec vous séduit autant? Oui, et pas complètement, parce que j'y ai vécu mon premier amour quand j'avais 17 ans, mais aussi parce que j'y ai vécu mon premier amour avec une terre, avec un peuple. Je suis allé, c'était un Paris-Québec la première fois, c'était pas Montréal. Et dès les premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que que c'était très fort et que ce serait là pour toute ma vie. Ce qui se passe, c'est déjà un peuple extraordinaire, vraiment. Un peuple qui vous parle les yeux dans les yeux, un peuple qui vous écoute, qui est extrêmement attachant par plein de choses. Son récit, son histoire, ce qu'il vit aujourd'hui, hein, une bulle de culture francophone dans un océan d'anglais, d'anglophones, et aussi un peuple qui a su se révolter, notamment pendant les années 60, un peuple qui a une force incroyable, qui vient notamment de ce refus de passer à une culture dont il ne veut pas. Et puis, ce sont des gens qui ont un humour incroyable, qui savent vivre, des gens qui... parce que l'hiver est long au Québec, et ils savent être chauds, être chaleureux. Sur le côté, je vous interromps 2 secondes, sur le côté rébellion, c'est quelque chose en quoi vous vous reconnaissez quelque part? Je sais pas, moi je suis pas très rebelle, hein, mais je les admire en tout cas. Quand on parcourt, comme vous, le monde entier, est-ce que c'est pas difficile de savoir où sont vraiment ses repères? Alors c'est un métier qui demande des bases très fortes, bases familiales, affectives. Aussi, je me souviens quand j'ai acheté mon seul appartement, j'en ai pas d'autres depuis, mais j'en ai un à Montréal. Mais à Paris, cet appartement, quand je l'ai acheté, je me suis rendu compte combien c'était fondamental pour moi. C'est-à-dire ces murs-là, cet appartement, eh bien, je l'emporte avec moi quand je voyage, justement. Je suis quasiment jamais en France, à Paris, mais je ne suis pas non plus beaucoup ailleurs. Quand je joue à Tokyo, je suis un petit peu à Tokyo, mais un peu à Paris aussi, vous voyez, en apesanteur, entre les deux, on va dire. Et ce qui est important pour moi, c'est de garder ces attaches fortes, ces murs, ma famille, mes amis. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et j'ai remarqué que les solistes qui n'ont pas ces bases solides vieillissent très mal, enfin, ont beaucoup de problèmes pour vivre cette vie de voyageur. Alors, vous parliez de ces bases familiales, de ces bases affectives qui sont vraiment des piliers quelque part. Est-ce qu'il y a aussi chez vous des bases spirituelles qui vous permettent de savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez? La musique est une spiritualité, mais aussi le zen que je pratique chaque matin. Ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ça se traduit comment? C'est de la méditation? C'est quoi ce zen que vous évoquez? La pratique la plus pauvre qui soit, oui, la méditation. C'est-à-dire s'asseoir. Au début, je le faisais sans dossier, à terre sans dossier. Maintenant, je ne peux plus. Je prends un dossier. Mais oui, c'est la méditation. C'est parti il y a maintenant... j'avais 28 ans.
donc il y a 32 ans. Non, il y a 22 ans, pardon. J'ai 50 ans là. Et j'étais chez une amie et un livre, et je regardais sa bibliothèque et un livre, Esprit Zen, Esprit Neuf de Suzuki, est tombé, un livre de poche comme ça. Et je l'ai ouvert. Et c'était un moment où je faisais une dépression et j'avais vraiment besoin de ça. Et j'ai commencé à lire la première page. Et ce livre est toujours, je l'ai offert à beaucoup d'amis d'ailleurs. C'est un merveilleux livre pour aller vers la méditation, mais la méditation simple. C'est un livre très, très, très simple et très clair. On vous sent, vous, très, très apaisé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent en colère ? Je suis pas apaisé du tout. Alors vous en donnez l'illusion. Mais beaucoup de gens disent ça. Je suis très calme. Non, ça boue à l'intérieur. Mais c'était quoi votre question ? C'était de savoir, face à ce que vous renvoyez de calme et d'apaisement et de sérénité et de zen, s'il y a des choses qui vous mettent en colère. Beaucoup de choses me mettent en colère. Alors déjà, j'habite Paris, donc c'est une ville de colériques, c'est une ville de gens qui sont quasiment toujours de mauvaise humeur, une ville où il n'est pas facile de vivre. C'est une ville polluée, une ville très sonore, une ville assez agressive. Et puis aussi, dans mon métier, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Les injustices. Aussi, ce qui me met en colère, c'est quand, par exemple, quand j'arrive dans une salle de concert et que tout le monde n'est pas forcément professionnel. Ça, je trouve qu'on doit tous être là. Alors, parfois, je me mets en colère et les gens ne le comprennent pas. Parce que pour moi, le concert, c'est sacré. Et on doit tous être, du machiniste à celui qui règle les lumières, celui qui passe l'aspirateur sur le plateau, je ne sais pas, tout le monde, le producteur, et le public aussi. On doit tous être là pour créer ensemble. Je ne suis pas seul à jouer. Je dis toujours que voilà, il y a 2000 personnes, nous sommes 2001 personnes à jouer ensemble, à créer ensemble ce moment magique du concert. Pour qu'il soit magique, il faut vraiment qu'on s'y mette tous. L'accordeur aussi, le tourneur de page. Et alors justement, pour que ce moment soit magique, la musique est une magie. Et on revient au terme de voyage. La musique, c'est une invitation au voyage pour les gens qui viennent vous écouter ? Je ne sais pas, un voyage intérieur en tout cas. Je pense que l'auditeur dans son siège, confortable ou pas confortable, ça m'arrive d'être l'auditeur d'un concert aussi. Et bien cet auditeur crée des connexions entre ce qu'il entend, ce qu'il reçoit, et puis des zones connues ou inconnues de son être. Alors ça peut lui rappeler des moments de son enfance, des connexions multiples d'ailleurs avec... Ça peut être beaucoup de moments différents de sa vie, de secondes, d'émotions, et ça crée une nouvelle émotion. Et je trouve ça assez incroyable. Et parmi ces émotions, il y a la joie à la fois de celui qui reçoit, mais de celui qui donne. Est-ce que vous éprouvez une joie particulière en tant qu'interprète à emmener en voyage ces spectateurs, à faire en sorte effectivement que ces connexions que vous évoquiez potentiellement se fassent ? Je ne sais pas si c'est une joie. D'abord parce que quand on est au piano, on est très concentré. Aussi, on est concentré sur la musique, mais aussi sur le public. Pour vraiment réussir, je ne sais pas si on peut réussir un concert, mais en tout cas pour que le concert se déploie et aille loin, il faut être disponible au public, être vraiment à son écoute. Et donc, je ne sais pas si c'est une joie, mais j'aime me sentir utile parce que je suis un médium entre ce qu'a créé le compositeur, sa musique, à travers moi, à travers le piano, l'acoustique de la salle, jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Et bien, je suis là et je me sens à ma place. La place de ma vie, c'est ça. C'est être sur scène et traverse à travers moi, mon corps, mon cœur, mes émotions, ma vie aussi. Ça va jusqu'à l'auditeur. C'est ça qui m'intéresse. Et quand on se sent utile, il y a une sorte de plénitude qui surgit. Alors, je ne sais pas si la plénitude, c'est une joie, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens sur scène. Je vais vous proposer à présent un mot qui rime avec plénitude et que vous avez évoqué un certain nombre de fois depuis le début de l'émission, c'est le mot solitude.
Alors, solitude, oui. J'aime bien la solitude. On a souvent on fantasme le métier de pianiste seul dans sa tour d'ivoire. La solitude, pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément triste. Ça l'est parfois. Parfois, je vais être honnête. Mais la plupart du temps, c'est une solitude choisie parce qu'on ne peut pas jouer les dernières sonates de Beethoven ce soir en faisant la fête avec des amis toute la journée. C'est pas possible. Donc, c'est une solitude qui est là pour arriver à donner, si possible, le meilleur de soi-même au public le soir. La solitude, elle va souvent avec le silence. Vous en avez parlé aussi beaucoup du silence. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que vous dédiez ce livre qu'on évoquait tout à l'heure, Montre-moi tes mains, vous le dédiez à ceux qui se nourrissent de silence. Et c'est vrai que ça interpelle. Pourquoi ? Parce que, vous citez, hein, je vais répondre à votre question, mais vous citez se retrouver seul, prendre tout son souffle, s'enfermer à double tour. On sent bien à quel point la solitude est une chose importante à vos yeux et on sent aussi que le silence vous ressource et ça peut interpeller parce que c'est le cas pour beaucoup de personnes et pas forcément pour d'autres. Je pense qu'on ne peut pas bien parler si on parle tout le temps, vous voyez. Donc on ne peut pas bien jouer si on parle toute la journée. Ça me paraît... En tout cas, moi, je ne peux pas. Il y a des musiciens qui le font, et de grands musiciens. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin de me ressourcer. Vous voyez, je me sens très bien dans votre studio de tenture noire, avec ces 2 fauteuils, là, ce verre d'eau, et ces quelques lumières apaisantes. Et j'ai vraiment besoin de ça. J'aime bien être enfermé. D'ailleurs, ma chambre, chez moi, c'est un vrai bunker. Elle est complètement insonorisée. C'est une boîte dans la boîte. Si je ferme, j'ai des verrous d'ailleurs. Je les ferme jamais. Je ferme jamais mes portes, mais je sais que je peux les fermer. Et les hôtels que je traverse tout au long de ma vie, ce sont aussi une chambre d'hôtel, c'est un bunker aussi. Hein. C'est des endroits qui sont assez carcérales finalement, d'attendre son concert dans une chambre d'hôtel. Et j'aime ça. J'aime être seul, loin de tout. C'est comme ça que j'arrive à mieux partager le soir quand je suis sur scène. À part votre chambre bunker et la loge dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres lieux où vous parvenez à vous laisser envelopper par le silence et à vous apaiser dans cette solitude que vous évoquez ? Alors d'abord, le silence n'existe pas. Et nous, musiciens, on le sait pertinemment. Il y a toujours quelques bruits qui rôdent. Et j'écoute beaucoup. J'ai vraiment des oreilles qui scrutent ce qui m'entoure. On peut penser être dans le silence au bord de la mer, mais non, la mer, c'est une musique fabuleuse, c'est une musique très forte. J'ai oublié votre question. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites, c'était sur le silence qui est intéressant. Vous avez dit à l'instant que vous avez tendance à entendre des bruits, même quasiment inexistants. Est-ce que même dans un contexte silencieux, vous entendez de la musique qui joue dans votre tête ? Oui, ça c'est un problème. D'abord, j'entends, vous voyez, là je suis dans le silence, et j'entends les caméras, j'entends certains projecteurs qui font... Et ça ne me dérange pas, mais ça m'interpelle. J'écoute ça, j'écoute la musique qui m'entoure, quel que soit le lieu où je suis. Et vous qui aimez plutôt le silence, la solitude, comment est-ce que vous vivez la lumière des projecteurs ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a ce côté ombre et lumière où on est pendant longtemps dans le silence, dans la solitude, et tout d'un coup, relativement brutalement, il y a les applaudissements du public, la scène, et pour le coup, beaucoup de bruit, beaucoup d'exposition. Comment vous vivez ça ? La lumière des projecteurs, c'est assez extraordinaire. Parce que, d'abord, je l'ai vécu jeune. À 5 ans, j'étais sur scène, je faisais de la figuration, je dansais, parfois je chantais dans les spectacles que montaient mes parents. Mon père était metteur en scène, ma mère chorégraphe. On allait dans les théâtres du nord de la France, Arras, Tourcoing, Douai, etc. Et j'ai fait beaucoup de scènes enfant. C'est là que j'ai pris le virus de la scène. Et alors, être sous les projecteurs, c'est étrange quand on est interprète de la musique classique, parce qu'au fond, on voudrait jouer dans le noir.
C'est étrange de venir jouer. D'abord, on est habillé en noir devant un piano noir. On arrive là, c'est quelque chose de... C'est un métier très sobre. Et en même temps, on est en pleine lumière. Mais être en pleine lumière, c'est pas forcément être le roi de la soirée. Hein. C'est vivre les choses de manière plus lumineuse. C'est vraiment ça. Un spectacle, parce qu'un concert de musique classique, c'est un spectacle. C'est une fête avant tout. Et la lumière, c'est la fête. Et moi qui suis... Vous voyez, je me suis venu en pull, là, je suis toujours frileux. Je suis maigre et donc je suis frileux. J'aime la scène aussi pour ça, parce que les lumières m'apportent de la chaleur. La lumière, c'est la chaleur. Et la lumière des projecteurs, c'est synonyme de la vie d'artiste de scène. Et c'est ça que j'aime. Est-ce que ces lumières, elles sont aussi synonymes du troisième mot que je voulais vous proposer, qui est le mot accomplissement? Accomplissement. Oui, tout à fait. Moi, je m'accomplis sur scène. Difficilement ailleurs. Mais sur scène, j'ai vraiment l'impression que je suis entièrement ce que je peux être. Vous êtes un pianiste virtuose, vous voyagez dans le monde entier. On pourrait être tenté de se poser la question de qu'est-ce qui vous reste à accomplir pour être parfaitement rempli quelque part? Ah bah alors tout. Vous savez, quand on est musicien, en plus quand on joue la musique de compositeurs morts qui ont été interprétés, enregistrés par des centaines d'autres pianistes, on se réveille le matin avec beaucoup d'humilité parce qu'on sait qu'il y a encore tout à faire. Puis on est face à un répertoire gigantesque. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais je sais que de toute manière, même si c'est à 120 ans, je n'aurai pas eu le temps de jouer le millième de ce que je voudrais jouer. Donc c'est un métier où tout reste à faire, tout reste, même les œuvres que j'ai beaucoup jouées, que j'ai enregistrées, parfois que j'ai enregistrées 2 fois, non, elles sont encore, elles sont encore à travailler. Et j'aime cette vie, hein, de remettre son travail sur table chaque jour, d'y retourner, de tourner autour de son os, de le ronger, de se dire que finalement, je n'y arriverai jamais vraiment bien. Ce qui est intéressant, c'est évidemment ce qu'on voit, c'est-à-dire vous sur scène, et puis ce qui se passe dans les coulisses, que vous racontez pour partie dans le livre qu'on évoquait tout à l'heure. Et justement, sur cette question d'accomplissement, vous disiez il y a quelques instants, je m'accomplis parfois ailleurs, essentiellement sur scène, mais ailleurs. Alors le ailleurs, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous accomplit ailleurs? Ce que je disais, c'est que je m'accomplis difficilement ailleurs. Donc non, je ne m'accomplis pas ailleurs. Enfin, j'ai de belles choses dans ma vie. Hein. J'ai une vie que j'ai choisie, étape après étape, et qui s'est construite lentement, de manière très très difficile, avec des périodes dures, mais dont je suis heureux aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec l'accomplissement de la scène. Quand je parlais d'ailleurs, je pensais pas tant à l'aspect vie privée qu'à l'aspect engagement, puisque vous vous êtes engagé auprès de certaines associations et voilà, vous militez pour certaines causes. Est-ce que le fait de donner de son temps à des causes qui vous tiennent à cœur, c'est quelque chose qui est important pour vous, quelle que soit la cause? Oui, alors je milite pas, ou j'en parle très très peu. J'ai toujours beaucoup de mal avec les artistes qui font un peu leur pub, hein, avec ça. Par contre, je travaille de l'intérieur. Donc, je travaille avec plusieurs associations en les aidant, en faisant le maximum pour leur être utile. Un dernier mot pour terminer, c'est le mot éternité. Éternité. Vous savez, je fais un métier qui peut arrêter le temps. Quelques secondes, quelques minutes, hein, pas c'est quelque chose de grisant d'arriver à suspendre le temps. C'est grisant et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais ce métier, même si j'ai envie d'arrêter le piano. Quand vous écoutez un concert, il peut vous arriver tout d'un coup de tout oublier. C'est ça, l'éternité. D'oublier vos soucis, vous êtes, je sais pas, engueulé avec votre collègue, vous avez pris votre métro, vous êtes arrivé en retard, et puis vous arrivez là, au concert,
en général, vous êtes nerveux. Enfin, les Parisiens sont nerveux. Ailleurs, c'est autre chose. Et puis, le concert s'installe. Et puis, tout d'un coup, ou alors, vous arrivez à la fin du concert et vous dites, oh là là, mon Dieu, mais j'ai oublié ça. Alors, rien que pour ce résultat-là, même si vous n'avez oublié vos soucis que pendant quelques secondes, je me sens bien. Là, j'ai pu faire quelque chose. Et moi-même, sur scène, je vis des moments d'éternité, des moments où j'oublie le temps, où je m'oublie moi-même, où je suis dans une sorte de plénitude qui est très difficile à trouver. Hein. C'est un équilibre entre le lieu, l'acoustique, ce qu'il a vécu, et ce qu'il nous donne au moment du concert, le public, chacun d'entre vous, moi, ma journée, toute ma vie. Hein, le son là que je donne, c'est aussi toute ma vie qui résonne à travers ce son. Le piano, ce qu'il a à dire, comment il a été préparé par l'accordeur toute la journée, et évidemment la musique, le compositeur, cette œuvre-là. Et donc toute cette rencontre va donner quelque chose. Et quand tout le monde s'y met, eh bien on peut oublier le temps. Ce qui est étonnant et intéressant, c'est qu'il y a ce travail très, très laborieux, très studieux, passionnant, mais de travail de votre côté, de répéter, 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 de remettre sur la table, comme vous disiez, sur l'ouvrage à chaque fois, le travail de l'accordeur. Tout ça est très préparé et en même temps, vous écrivez, la musique touche au cœur, elle vous prend par surprise. Et donc, il y a à la fois ce paradoxe de quelque chose de très préparé et en même temps de quelque chose qui vous surprend parce que ça traverse votre être et ça génère des émotions qui peut-être n'étaient pas, enfin voilà, qui comme chaque émotion sont imprévisibles. Mais vous avez tout à fait raison. Et la musique, quand je dis qu'elle vous prend par surprise, parce que vous arrivez à un concert, vous avez souvent des idées préconçues, vous venez écouter telle sonate de Mozart ou de Chopin, vous voulez entendre telle manière de jouer, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous basculez dans autre chose. Et c'est pas ce que vous attendiez. J'aime les pianistes qui vous amènent vers là où vous ne vouliez pas aller. Et puis la musique, elle vous prend par surprise aussi quand vous marchez dans la rue. Quand vous êtes au restaurant, on est entouré de musique parce que maintenant la musique est à toutes les sauces. Il faut de la musique partout, de la musique qu'on n'écoute pas, qu'on entend simplement au loin. Mais cette musique, elle peut, notamment la chanson, je suis très attaché à la chanson. Une chanson peut vous accompagner toute une vie, mais vous êtes là, vous marchez dans la rue, puis il y a une fenêtre ouverte au 2e étage, là, et puis il y a la radio qui diffuse cette chanson-là. Vous allez même peut-être n'allez pas y faire attention, mais elle est là, elle vous accompagne toute votre vie. Et ça, c'est aussi un lien qu'on peut avoir avec la musique qui est très important et qui tisse tout au long de votre vie quelque chose de très fort. Vous parliez de chansons, alors vous avez consacré une partie de votre travail à Barbara, qui est une chanteuse que vous affectionnez particulièrement. Barbara qui est passée à la postérité, puisqu'on parle d'éternité. Est-ce que pour vous, c'est un rêve, un souhait, un désir ardent de passer à la postérité ? Non, pas du tout. Par contre, je suis très attaché à faire le mieux possible ce qui va rester, c'est-à-dire les disques. Aussi cette émission, par exemple. Je fais attention aux mots que j'utilise parce que je sais que cette émission, si on veut la regarder dans X temps, on pourra. Mais les disques, c'est vraiment... Un concert, sauf s'il est enregistré par la radio, mais c'est éphémère. Les gens vont y penser, les gens vont y réfléchir quelques heures après, mais le lendemain, ils n'y penseront plus. Un disque, ça peut rester des siècles. Et un disque, vous l'avez dit, ça peut rester des siècles, ça survit à sa propre mort. Et quand on parle d'éternité, justement, on pense à ce qui reste après qu'on soit parti. Et c'est le cas de la musique, et c'est le cas d'un livre. La question de ce qui se passe après la mort, c'est quelque chose qui vous travaille, sur lequel vous vous êtes interrogé ou pas ? Alors, d'abord, je vais répondre à... Vous savez, nous, on n'est pas grand-chose. Hein. Nous ne sommes que des interprètes. Je ne suis pas créateur, même si j'ai écrit un livre, mais je ne suis pas écrivain non plus. Donc, on est là pour passer la musique. Mais après moi, il va y avoir beaucoup d'autres pianistes. Il y en a déjà des milliers, des millions. Donc, voilà, la postérité, bon. Quant à ce qui se passe après la mort, moi, j'ai vraiment une grande passion pour l'expérience de mort imminente.
l'EMI. On appelle l'EMI en France différemment suivant les pays. Et il y a énormément de témoignages à travers le monde, tout au long de l'histoire d'ailleurs, de ces personnes qui ont vécu l'au-delà pendant parfois plus d'une heure. Donc c'est des choses très fascinantes et qui me font dire qu'il y a quelque chose, en effet, après la mort, quelque chose qui est très beau, parce que toutes les personnes qui sont revenues de cette expérience et qui en parlent, toutes, et elles sont des milliers, nous racontent à peu près la même expérience, mais c'est toujours très beau. Alors, la mort me fait un peu moins peur quand je les écoute. C'est porteur d'espoir. En tout cas, merci de vous être confié sur ces sujets voilà, métaphysiques et éternels que sont la solitude, l'accomplissement, l'éternité. On se retrouve tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Tarot, de vous être livré sur ces sujets éternels, j'ai envie de dire. Ça m'a interpellée quand vous faisiez référence aux injustices qui vous mettent en colère, alors sans rentrer dans le détail des anecdotes, mais je m'interrogeais sur le type d'injustices qui peuvent vous fâcher autant, d'autant qu'effectivement, vous affichez, vu de l'extérieur, une très grande sérénité. Oui, en arrivant ce matin, j'étais dans une voiture et j'entendais un très mauvais pianiste qui passait à la radio, mais... Ça fait partie des injustices. Il y a vraiment de très bons musiciens, notamment en France, qui n'ont pas de concert. Et puis de très mauvais musiciens qui n'ont rien à dire et qu'on met en exergue et qu'on voit partout. Ça fait partie des injustices qui me mettent en colère. Vous évoquez les personnes qui vous inspirent. Enfin, c'est plutôt moi qui parlais de Barbara, parce que je sais qu'elle vous inspire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, tout domaine confondu, chansons, littérature ou autre, histoire, qui jouent un rôle important pour vous et qui vous ont marqué? Vous voulez dire des artistes? Oui, parce que... Oui, des écrivains. En ce moment, je lis un livre d'Ampateba la littérature africaine m'a beaucoup inspiré. Et, je vous parlais de la chanson, les artistes. Une grande chanteuse comme Jessie Norman, qui vient de disparaître, a été très importante pour moi. Vous savez, quand on est pianiste, en quelque sorte, on imite le son de la voix. On cherche à aller vers la voix humaine. Et donc, on peut s'inspirer de voix humaines, que ce soit une voix d'opéra, comme Barbara ou d'autres chanteurs. La chanson française me passionne, alors les chanteurs d'aujourd'hui me passionnent aussi. On a parlé de chansons, on a parlé de littérature, on a moins parlé de cinéma. Il y a une personnalité, Michael Haneke, dont vous avez eu l'occasion de parler souvent et avec lequel vous avez même tourné. C'est quelque chose qui vous appelle, le cinéma, puisque vous avez l'habitude de la scène, que vous aimez la scène. Alors, le plateau de cinéma, c'est encore autre chose, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, mais c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui et non, c'est-à-dire que quand Michael Haneke m'a demandé de faire ce rôle, d'abord je jouais mon propre rôle, je m'appelais Alexandre, j'étais un pianiste. Et puis c'est un immense réalisateur, donc il savait me cadrer, c'est le cas de le dire, me dire voilà, fais ça, tu mets ta tête à droite, tu dis ça, maintenant un peu plus bas. Donc j'étais entre de bonnes mains, mais je ne suis pas comédien, donc il faut connaître ses limites. Je pense que quand on a une certaine notoriété, on peut s'amuser à faire plein de choses qu'on fait mal. Et alors non. Voilà, j'essaye de faire... Le cinéma, je l'ai fait une fois, je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que le piano, bon, je le fais bien ou mal, mais en tout cas, c'est mon métier. Après, je touche de temps en temps, parce que l'expérience est très enrichissante, mais voilà, je ne vais peut-être pas le faire d'autres fois. Qu'est-ce qui reste en vous de l'enfant que vous étiez? Beaucoup de choses. Je pense que c'est important de garder un lien avec son enfance. Chez moi, vous parliez au tout début de l'émission de mon rapport aux objets. J'ai des objets. J'ai mon gros nounours. Enfin, gros, il était comme ça, il me paraissait énorme. La seule peluche que j'ai eue dans mon enfance, il s'appelait Gros Nounours. Vous l'avez gardé? Je l'ai gardé. Il est dans mon bureau. Il n'est plus dans mon lit maintenant, mais... Et voilà, ça c'est mon gros nounours, c'est vraiment, c'est toute mon enfance. Est-il vrai que vous rêviez, enfant, d'être magicien?
Oui, c'est le métier que je voulais faire. Parce que là, il y a ce rapport aux objets, de les faire Oui. apparaître, disparaître, réapparaître. Oui, c'est un métier assez jumeau de celui de pianiste. C'est ce que j'allais vous dire. Virtuose. C'est ce que j'allais vous dire, parce que là, finalement, vous êtes un peu magicien quand même. Ouais, magicien. En tout cas, vous savez, vous regardez un prestidigitateur, dans les coulisses, il fait ça avec une pièce de monnaie, il fait des exercices, il a besoin de travailler. C'est pas ses gammes, mais ce sont quasiment des gammes, plusieurs heures par jour. Et c'est aussi un homme qui arrive souvent en noir, comme ça, au centre de la scène. Et quand on est pianiste, c'est pas qu'on cache des choses. Au contraire, on est vraiment à nu devant le public. Mais on s'amuse quand même à tirer des ficelles, hein, vous voyez, être au piano, c'est aussi imiter, je parlais de la voix humaine, mais c'est aussi imiter plein d'instruments. Donc c'est un instrument multiple. On peut jouer des vents, des cordes, de l'orgue, du clavecin, avec mon disque Versailles, plein de choses. Et je ne sais pas si je suis un magicien, en tout cas mon instrument est magicien. Vous êtes un magicien, en tout cas, au sens où vous emmenez les gens, vous l'avez dit tout à l'heure, dans des émotions incroyables. Et justement, vous avez ce don-là, qu'ont les magiciens aussi. Est-ce qu'il y a un don que vous n'avez pas, que vous rêveriez d'avoir? Celui de faire la cuisine. Ah oui, ça, c'est pas votre truc. Ah non, il est jamais vraiment trop tard. pas. C'est quoi pour vous l'amitié? Je vous pose la question parce que vous évoquiez tout à l'heure dans cette deuxième partie d'émission l'importance d'avoir des liens affectifs solides. Vous avez un certain nombre d'amis, même si vous êtes plutôt solitaire. Ça représente quoi pour vous l'amitié? Tout. Parce que moi qui suis presque toute l'année à 10 000 km de chez moi, mes amis, mes proches, ma famille sont indispensables. Et alors, moi-même, je suis un ami qui n'est pas comme les autres parce que je ne suis pas là. Mais je suis là. Je pense que mes amis proches, je leur donne beaucoup. Je suis à leur écoute, mais au téléphone ou sur FaceTime. Mais pourquoi pas? Il y a des amis qui n'acceptent pas ça. J'ai des amis dans ma vie qui se sont détournés de moi, certains pour d'autres raisons, mais je pense à plusieurs amis qui sont partis et je sais que c'est pour ça. C'est parce que on pouvait pas aller au restaurant ensemble, on pouvait pas aller boire des bières ensemble, on pouvait pas. Aussi le fait d'être un artiste admiré entre guillemets, hein, qui est par un public. Certains amis peuvent le ressentir mal. Ou le musicien qui part tout le temps, qui est dans d'autres projets, on peut avoir l'impression qu'il est ailleurs et qu'il nous quitte, qu'il nous abandonne. Mais non, moi je n'abandonne pas mes amis. Enfin. Peut-être, mais j'essaye de ne pas les abandonner. En tout cas, le temps physique que vous n'aurez pas consacré à eux, vous l'avez consacré à d'autres pour leur plus grand plaisir. On s'approche malheureusement de la fin et donc il va falloir conclure. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre livre, Montre-moi tes mains. Montrez-moi vos mains, parce que vous en avez plusieurs. Mais oui, les deux que je dis. Et je vous vois. Montrez-moi vos mains, absolument. Et puis cet album Versailles, et puis ce concert à la Philharmonie les 16 et 17 novembre. Je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et puis voilà pour la transparence de votre propos, votre sincérité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. À bientôt.